Vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Bonjour à tous et toutes de votre présence aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir Sabrina Lessard comme conférencière, qui est candidate au doctorat. Et elle va nous entretenir en fait, un sujet de très d'actualité que je vais même te laisser, en fait, présenter, te présenter et puis présenter le titre de ta conférence. Parfait. Bon, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est de façon virtuelle là, et que je parle seule à mon écran. Je suis capable de vous imaginer. J'ai surtout l'honneur aujourd'hui de vous présenter quelques-uns des résultats de mon projet doctoral qui n'est pas terminé, mais qui est en bonne voie. Donc aujourd'hui, je vous présente Quand le vivre et le mourir s'étirent et se confondent, quelle fin de vie pour les personnes du grand âge en institution gériatrique. Euh, J'aimerais spécifier d'abord que cette recherche a été réalisée avant la pandémie, là, mais elle reste toujours d'actualité pour comprendre la crise qui sévit actuellement auprès de nos aînés et plus particulièrement des personnes du grand âge. Et juste un petit mot peut-être sur le rapport de la protectrice du citoyen qui fait état des morts indignes en CHSLD pendant la première vague où nos aînés ont été laissés pour plusieurs seuls dans la mort et pour qui les soignants devaient jongler avec pas grand-chose pour tenter de rendre la mort plus humaine et plus acceptable. Donc, juste un petit aparté sur ce contexte. D'abord, cette présentation a vraiment pour but d'examiner la fin de vie des personnes du grand âge qui séjournent en institution et aussi d'interroger leurs conditions de vie et de mort dans un nouveau paysage législatif qui est la loi concernant les soins de fin de vie. Pour ce faire, donc, je vais vous inviter à parcourir les différents éléments de cette étude. D'abord, bon, le contexte de l'étude et sa méthodologie. Ensuite, je vous invite à explorer la façon dont ces institutions se positionnent face au mourir. Et puis, plus concrètement, comment les soignants envisagent cet accompagnement là, avec ou sans la loi. On va poursuivre avec une expérience d'un mourir prolongé du point de vue de proches et par extension d'une personne du grand âge. Je vais terminer cet exposé par les défis et les enjeux qu'engendre la loi concernant les soins de fin de vie auprès de cette population qui est, somme toute, plus à risque de mort. Alors, on va commencer. L'étude prend place dans un contexte de vieillissement rapide de la population. On sait, en 2017, on comptait 1,6 million de personnes de plus de 65 ans et près de 400 000 de plus de 80 ans. On estime environ à 12,6-13 des personnes de plus de 80 ans qui vivent, 85 ans, pardon, qui vivent en CHSLD. Et plus les personnes avancent en âge et plus les probabilités de vivre dans ces institutions augmentent. Euh, de nos jours, il est également plus probable de mourir au grand âge, comme en témoigne le graphique à l'écran que vous voyez. Remarquez également que ce chiffre est particulièrement vrai pour les femmes. Par ailleurs, on compte presque 2 femmes pour un homme dans ces tranches d'âge. Donc, au Québec, c'est environ un décès sur 2 qui survient au-delà de 80 ans. On sait aussi que ces personnes meurent souvent en institution, à l'hôpital ou en CHSLD, avec un accès tardif, voire sans accès à des soins palliatifs. Certains bénéficient de soins de confort là, à la fin de leur vie. Ces nombreux décès ont également lieu dans un contexte particulier, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui de la loi concernant les soins de fin de vie, qui est entrée en vigueur en décembre 2015 et qui vise à donner accès à toute personne en fin de vie à des soins en adéquation avec leurs besoins. Et une des particularités, c'est que tous les établissements de soins du Québec ont dorénavant l'obligation d'adopter une politique de soins de fin de vie et un programme clinique qui étant associé. Donc, je rappelle, les soins de fin de vie dans la loi sont définis par les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Et aussi, bon, c'est pas nouveau, là, vous savez que cette loi a été réfléchie et construite autour d'une idéologie, celle du mourir dans la dignité. Quelques données sur les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, là, qui sont des données assez récentes. Donc, on parle de l'accès aux soins palliatifs qui survient à la toute fin de vie, moins d'un mois avant la mort. Il y a la Commission sur les soins de fin de vie, là, nous informe dans son plus récent rapport de 2020 que la durée de séjour en maison de soins palliatifs est de plus en plus courte, entre 6 et 40 jours.
On sait aussi que les personnes souffrant du cancer sont 3 fois plus susceptibles de recevoir des soins palliatifs, tout comme celles qui sont âgées entre 45 et 74 ans. Donc, les plus jeunes et les plus âgés sont moins susceptibles de recevoir des soins palliatifs. Et comme je vous disais, le plus récent rapport de la Commission sur les soins de fin de vie fait état de 76 des personnes qui ont reçu l'aide médicale que 76 des personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir souffraient de cancer et avaient une moyenne d'âge de 73 ans. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le déclin de la mortalité des dernières décennies a retardé le mourir la mort à un âge avancé. Et dans plusieurs cas, la mort va suivre un long déclin qui va être caractérisé par des maladies comme les troubles neurocognitifs, par exemple, qui vont teinter la trajectoire de fin de vie. Les causes de mort de ces personnes sont souvent différentes des autres groupes d'âge et le pronostic représente une plus grande incertitude pour les trajectoires de fin de vie. Et malgré le fort risque de mort qui pèse sur cette population âgée en institution, les espaces qui les prennent en charge vont s'organiser bien souvent autour de la gestion du corps, de la restauration d'une relative santé, des soins d'hygiène, d'assistance dans la vie des activités de la vie quotidienne. Ils vont représenter des milieux de vie, des milieux d'évaluation, des maintiens d'autonomie, des espaces de travail, mais très peu des espaces du mourir et de la mort. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'accessibilité aux soins palliatifs se fait tardivement ou pas du tout, là, et ça, je pense que c'est important de retenir. Et comme la loi concernant les soins de fin de vie donne le droit, hein, je répète, le droit de recevoir des soins de fin de vie, peu importe l'institution, j'avais envie d'aller explorer les pratiques de soins de fin de vie auprès des personnes âgées ailleurs que dans des unités ou des maisons de soins palliatifs et plus particulièrement dans des institutions destinées aux personnes du grand âge où les soins palliatifs ne sont pas la principale mission de soins. J'attire ici votre attention sur le dessin. Si vous voulez aller, si vous êtes intéressé à voir plus de cette BD, j'ai mis le lien juste ici. Donc, l'étude s'est concentrée sur les pratiques entourant le mourir des personnes du grand âge en institution gériatrique après l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie, ce qui a permis de documenter, bon, bien sûr, les pratiques, mais aussi d'interroger les conditions de vie et de mort des personnes du grand âge et de documenter les enjeux, les défis de la mise en œuvre de la loi auprès de ces personnes. J'ai réalisé une enquête ethnographique dans 2 institutions publiques montréalaises, donc dans un CHSLD et dans une unité de gériatrie hospitalière. Les données ont été collectées par des observations dans les réunions médicales, les réunions infirmières, dans les activités de la vie quotidienne sur les différentes unités de soins et par des entrevues individuelles avec les professionnels et les proches, donc des entrevues formelles et informelles, et aussi avec des discussions avec les personnes du grand âge. Avec ces sources de données, j'ai pu faire la reconstitution d'histoires de fin de vie en triangulant donc ces différentes informations. Euh, les histoires où des soins de fin de vie ont bel et bien été mis en place ont été plus ou moins fréquentes. Environ la moitié des décès ont bénéficié de soins de... la moitié des personnes qui sont décédées ont bénéficié de soins de confort pour une durée variant entre 1 heure et 7 jours. C'est tout de même de ces histoires dont je veux vous parler aujourd'hui. Traquant ainsi pendant plusieurs mois le mourir des personnes du grand âge, je me suis plus particulièrement intéressée à leur vie ou à la fin de leur vie qu'aux soins de fin de vie, bien que ces derniers fassent aussi partie là, de cette recherche, mais représentent vraiment l'extrémité du continuum de soins au dernier stade du parcours de vie des personnes du grand âge. Juste très rapidement, la collecte de données s'est réalisée en 2 temps. Là, en 2017 en CHSLD, 2018 à l'unité de gériatrie. Il y a eu 440 heures d'observation qui ont été réalisées dans les 2 milieux, 49 entrevues, donc 41 avec des soignants, des catégories professionnelles que vous voyez à l'écran, et 8 entrevues avec des proches endeuillés. Bon, la durée des entrevues a duré entre 16 minutes et 90 minutes. J'ai pu reconstituer 35 histoires de fin de vie des personnes du grand âge, dont l'âge moyen était de 89 ans. 77 d'entre elles souffraient d'un trouble neurocognitif avéré et 70 étaient des femmes.
Toutes les personnes du CHSLD dont l'histoire a été reconstituée sont décédées, avec ou sans soins de fin de vie ou encore à l'hôpital. Des personnes de l'unité de gériatrie, ben, il y a eu 5 décès, dont 3 sur l'unité, 2 en unité de soins palliatifs. Il y a eu 2 demandes d'aide médicale à mourir qui n'ont pas donné suite. Et puis, les autres histoires de fin de vie documentées, c'est des personnes pour qui on a cru que la mort allait survenir, mais que finalement, la vie a repris son cours. Les lieux à l'étude. Bon, bien entendu, ce ne sont pas les photos réelles de ces institutions. Simplement pour vous montrer un hôpital de pointe hyper moderne où sont offerts des soins tertiaires et quaternaires, et puis un CHSLD où sont offerts des soins de deuxième ligne dans une ancienne installation. À l'hôpital, donc à l'unité de gériatrie, en moyenne 18 lits sont disponibles pour les personnes souffrant d'un syndrome gériatrique, donc de troubles, dans la littérature, on parle de troubles liés à l'âge avancé, on parle de délirium, de chute, de troubles neurocognitifs, d'incontinence, de fragilité. Ces troubles sont multifactoriels et aussi associés à des comorbidités. Les chances de réversibilité sont quasi inexistantes, là, mais il existe des possibilités d'amélioration. La prise en charge à l'unité de gériatrie se fait par une équipe multidisciplinaire qui vise la restauration d'une relative santé. Donc, on a des gériatres, des travailleurs sociaux, nutritionnistes, infirmières de suivi, infirmières au chevet, préposés, intervenants en soins spirituels, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Et juste une petite note à votre attention, la potentialité de survie est un critère d'admission. La durée de séjour est très courte, on parle d'un petit peu plus de 2 semaines. En CHSLD, c'est 160 lits qui sont destinés à des personnes dont l'état de santé est grandement fragilisé. Bon, comme partout dans la province, là, le critère d'admissibilité est d'avoir un profil noté entre 10 et 14 sur l'échelle du système de mesure d'autonomie fonctionnelle. En d'autres mots, les personnes qui sont admises en CHSLD ont des problèmes de santé de plus en plus complexes, souffrent de grandes incapacités, nécessitent au minimum de 3 heures soins par jour. Les soignants qui en prennent soin sont majoritairement des préposés aux bénéficiaires. Dans CHSLD, au moment de l'étude, le ratio était de une préposée pour 6 à 7 résidents et une infirmière auxiliaire pour 32 personnes, sachant que ce ratio augmente là, en soirée et pendant la nuit. Les médecins, il y avait des médecins qui assuraient une présence de 3 jours par semaine et qui autrement étaient de garde et par téléphone. Donc, on voit qu'il y a quand même des dichotomies importantes entre ces 2 lieux, mais les personnes qui séjournent dans l'une ou l'autre de ces institutions ne guériront pas de leurs conditions chroniques. C'est surtout autour de la qualité de vie que les efforts vont être a priori concentrés. Et peut-être une petite note à votre attention aussi, dans l'unité de gériatrie s'inscrit en amont du CHSLD dans le continuum de soins. Par contre, c'est quand plusieurs personnes qui vont être parvenues au grand âge et qui ont séjourné en unité de gériatrie achèvent leur existence en centre d'hébergement. C'est souvent un vase communicant à sens unique, là, puisqu'une fois en CHSLD, une personne ne sera plus admise en unité de gériatrie. Bien entendu, il y a certaines nuances, certaines exceptions. En fait, les potentialités de récupération, de réadaptation sont assez réduites, ne vont pas faire l'objet d'une prise en charge surspécialisée. Surtout, ces personnes qui sont en CHSLD, donc ont un milieu de vie, ont généralement eu déjà une évaluation en unité de gériatrie. Donc, les institutions face au mourir, les institutions gériatriques face au mourir. Dans la littérature, on parle des institutions gériatriques comme pouvant être comprises comme des espaces où est pris en charge le long et lent processus de détérioration du corps qui va mener inexorablement vers la mort. Ces institutions façonnent en quelque sorte le type de vie que les personnes du grand âge peuvent aspirer à poursuivre dans un mourir prolongé.
Il y a bien sûr d'une part le travail du vieillissement qui annonce que la durée de vie bon, se raccourcit, que le corps faiblit, que la personne a besoin de l'aide des soignants ou d'une personne dans la satisfaction de ses besoins euh, de toutes sortes. Et d'autre part, il y a les interventions biomédicales et paramédicales qui vont structurer les conditions de survie de ces mêmes personnes. Et lorsque ces personnes, donc celles de l'étude, sont admises en institution, il s'agit généralement d'une période où le vivre et le mourir s'étirent et se confondent, où la qualité de vie est modulée par la pratique soignante et où il existe des tensions qui émergent entre la promotion de la survie du corps biologique, mais aussi celle des conditions de vie, dont la qualité de vie. Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, ces institutions, en tout cas celles à l'étude, n'ont pas comme première mission l'accompagnement en fin de vie. Je vous rappelle, la mission du CHSLD, c'est d'offrir un milieu de vie substitut et des services de soutien biopsychosociaux aux adultes dans le besoin. Et puis celle de l'hôpital est de soigner et de guérir des patients adultes et d'améliorer la santé de la population adulte et vieillissante. Dans ce contexte de promotion de la vie, quel est le positionnement de ces institutions spécifiques face au mourir? D'abord, mon intégration au CHSLD a concordé avec la mise en place d'un projet pilote, d'un cadre de référence sur les soins de fin de vie. Cet outil de référence s'adressait à tous les acteurs du CHSLD, là, tout le monde, et s'appuyait sur différentes politiques, obligations et orientations ministérielles et institutionnelles. L'objectif était d'offrir à tous les intervenants la formation et les outils nécessaires à l'accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches. Donc, le cadre de référence misait sur une collaboration multidisciplinaire, offrait une certaine ligne de conduite pour chacun des acteurs et puis mettait à disposition du matériel pour l'accompagnement en fin de vie. À l'unité de gériatrie, les soins de fin de vie ne font pas partie de leur mission première de soins. Par ailleurs, dans leur rapport de gestion de l'hôpital 2017-2018, malgré le demi-million de patients qui ont fréquenté l'établissement, seulement 563 avaient reçu des soins palliatifs. Donc, il existe dans l'établissement une unité de soins palliatifs. L'équipe de cette unité est également mobile pour aller à la rencontre des patients suite à la demande des médecins traitants qui ont besoin de leur avis et conseils pour l'accompagnement des patients en fin de vie. Il existe également dans l'établissement une politique là, sur les soins de fin de vie. Que nous disent les soignants sur la loi concernant les soins de fin de vie? Dans les milieux de pratique, la loi là, est très peu connue des soignants, ou du moins dans sa totalité. En fait, l'aide médicale à mourir a marqué les esprits, on s'en doute bien, et la description donnée de la loi concernant les soins de fin de vie se résume souvent à cette nouvelle pratique qui est, à cette époque, donc 2017-2018, encore, somme toute, controversée. Les autres volets de la loi, comme les soins palliatifs, la sédation palliative, les directives médicales anticipées, étaient encore peu abordées. Mais je veux dire, les patients, pas les patients, les soignants au chevet connaissaient moins la loi que les médecins et les infirmières chefs d'unité, par exemple. Mais ceux qui avaient déjà été confrontés à l'aide médicale à mourir en accompagnant des personnes jusqu'à l'acte final étaient quand même plus critiques et plus au fait quant au déploiement de la loi et des inégalités qu'elle mettait en lumière, non pas seulement dans l'aide médicale à mourir, mais dans ses autres volets. Au constat général, la loi n'avait pas changé le quotidien de soins de fin de vie, mais elle devait donner davantage des droits aux résidents, dont celui de mourir dans la dignité, nous disaient certains soignants. Ce droit s'était accompagné donc en CHSLD, comme je vous le disais, par l'adoption de nouveaux protocoles pour accompagner le patient et sa famille et que les résidents puissent recevoir des soins en adéquation à leurs conditions. Mais ces nouveaux protocoles mettaient sur papier ce qui était déjà fait en pratique selon plusieurs. Mais ça offrait quand même en complément du matériel, de l'équipement, organisait davantage les processus d'accompagnement et permettait une certaine visibilité aux proches, comme nous dit une préposée aux bénéficiaires, ils vont voir qu'on pense à eux et puis qu'ils ne sont pas seuls. À l'unité de gériatrie,
comme au CHSLD, la loi se résumait souvent par l'aide médicale à mourir. Dès l'entrée en vigueur de la loi, des capsules informatives avaient été disponibles, mais plus de 2 ans plus tard, les contours restaient flous, comme l'aide médicale s'adressait peu aux patients. L'aide médicale à mourir s'adressait peu aux patients de l'unité. Et donc, un médecin qui nous dit: «Il y a beaucoup de personnes âgées qui souffrent parce qu'elles perdent leur autonomie en raison de douleurs chroniques, de troubles de l'équilibre, de la mobilité, puis aussi qui se voient détériorer, qu'ils ont de la douleur, mais en même temps, ce ne sont pas des maladies potentiellement mortelles à court terme. Ça, l'aide médicale à mourir ne s'applique pas à eux. Et ceux qui ont de vraies maladies neurodégénératives qu'on soigne, malheureusement qu'on ne peut pas soigner, ce sont des patients qui ont des démences, donc ce n'est pas applicable pour eux non plus. Pour nos patients, ce n'est pas vraiment applicable. Mais lorsque la mort se profile, il y a des soins de fin de vie qui peuvent être mis en place. Dans ces situations, que nous disent les soignants sur l'accompagnement en fin de vie? Euh, la mort à l'unité de gériatrie représente en quelque sorte le résultat d'une évaluation médicale erronée quant au potentiel de vie d'un patient. Les propos d'un médecin sont éloquents. Le médecin nous dit: «Avant, on hospitalisait des gens très, très malades, puis ils mouraient. Mais là, on oriente vraiment notre pratique vers des gens qui ont un pronostic vital. S'ils meurent, c'est qu'on n'a pas choisi, c'est qu'on a mal fait notre travail. On encourage fortement qu'ils restent mourir en CHSLD s'ils n'ont pas de potentiel. Sinon, qu'ils aillent en médecine interne ou dans n'importe quel service. Ils ont un lieu de vie, ils n'ont pas besoin d'évaluation multidisciplinaire.» Ainsi, un patient qui serait admis à l'urgence, dont l'objectif de soins s'oriente vers le confort, pourrait mourir à même ce lieu ou encore sur n'importe quelle unité de soins spécialisée, pneumologie, cardiologie, médecine interne. Ce qui semble être toutefois privilégié à l'ensemble de la province, selon un rapport datant de 2013 de Filion et collaborateurs. Les spécialistes du mourir, donc les soins palliatifs, réservent leur place pour les patients plus complexes, dont les symptômes sont souvent plus aigus et qui ont un pronostic clair de moins de 1 mois ou de 3 mois, là, selon l'institution. Ici, c'était 1 mois. Et dans la littérature sur le triage pour l'accès à des soins palliatifs, on voit que les symptômes aigus, souvent associés au cancer, sont prioritaires dans l'admission, pour l'admission en soins palliatifs. Ainsi, les soins de confort prodigués à la fin de vie des patients en unité de gériatrie représentent un soin comme un autre. Il y a des procédures qui nous rattachent, nous informe une infirmière. Pourtant, la qualité et la quantité de présence auprès d'un mourant et de sa famille deviennent l'enjeu d'un accompagnement véritable. Et les soignants veillent au confort du patient et de ses proches à 2 niveaux. D'abord, les soins techniques, médicaux, bien entendu, l'évaluation, le contrôle de la douleur, les soins de bouche, d'hygiène, repositionnement aux doseurs, et aussi les soins relationnels qui mettent l'accent sur le lien thérapeutique, bon, prendre le temps, tenir la main, être à l'écoute, faire preuve d'humanité. À ce moment-là, le travail collectif ne mise plus sur l'expertise multidisciplinaire, mais bien sur la présence de soignants de proximité, donc gériatres, infirmières, préposés. Et les espaces de discussion qui concernent ces patients vont devenir informels, in situ, dans la chambre, dans le couloir, mais plus lors de rencontres multidisciplinaires ou des rapports quotidiens. Si les soins de confort sont compris comme des soins ordinaires qui font partie de l'éventail de compétences des soignants, plusieurs affirment le malaise dont ils sont témoins dans la prise en charge d'un patient en soins de confort, soin qui est somme toute associé à la fin de vie et à la mort. Par ailleurs, des auteurs euh, disent que l'appellation soins de confort semble minimiser l'expertise et les compétences requises pour prodiguer des soins palliatifs. En CHSLD, la mise en place du cadre de référence était fortement appréciée par plusieurs. Et comme l'évoque cette gestionnaire, je pense que c'est peut-être quelque chose qui avait été laissé trop longtemps comme de côté. Parce que la mort, c'était comme banal. Oui, tu sais, genre la personne décède, ah ben oui, tu sais, elle est âgée dans les circonstances. Il y a eu des zones grises, là, on a transféré des gens qui sont décédés à l'hôpital, qu'on n'a pas pu revoir. Je pense qu'on est capable, avec la formation qu'on a, d'aller auprès des familles et mettre notre pied à terre et de leur dire, tu sais, voici ce qui risque d'arriver, tu comprends? Pour essayer de rattraper le tout.
Lorsque les soins de fin de vie sont enclenchés, les soignants disent que tous connaissent leur rôle à jouer. Donc, selon une infirmière qui nous dit: «Tout le monde est tellement au courant de ce qu'il faut qu'il fasse qu'on n'a même pas besoin de se parler pour savoir ce qu'on va faire. Ça va de soi, c'est un soin qui est continu». Plusieurs estiment toutefois que l'organisation de la routine de travail ne va pas changer lorsqu'une personne est en fin de vie. Les soins quotidiens infirmiers sont moins exigeants dans la mesure où les soins prodigués sont plus basiques, selon une infirmière. Euh, il y a plus de temps qui va être accordé à la famille, par contre. D'autres catégories professionnelles voient toutefois ce soutien d'un autre œil et y observent que l'accompagnement infirmier et comme l'accompagnement soignant varie vraiment en fonction de la personne en poste. Ici, il y a un médecin qui nous dit il y a des infirmières qui sont plus impliquées, d'autres infirmières sont moins habituées avec les soins de fin de vie. Et les préposés aux bénéficiaires, sur qui l'accompagnement relationnel du résident repose en grande partie, reconnaissent des lacunes organisationnelles. Le patient mourant est dilué dans une section de plusieurs résidents. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce ratio augmente davantage le soir et la nuit. La charge de travail n'est aucunement réduite lorsque lorsque la vie d'un résident s'achève. Et puis, elles sont nombreuses à penser que plus de temps devrait leur être accordé. Ici, on a le témoignage d'Ada, une préposée aux bénéficiaires au CHSLD, qui dit parce que des fois, on gruge sur autre chose pour le faire. Ils ont tendance à augmenter nos tâches. Il y a quelqu'un qui a besoin de nous de l'autre côté. Il n'y a pas assez de temps. C'est ça que je trouve ça un peu d'hypocrisie aussi. Ils nous donnent la formation et puis à un moment donné, quand on devait l'appliquer, on devait leur accorder du temps, surtout aux gens qui n'ont personne. Mais on n'a pas le temps nécessaire pour ça. Des fois, comme moi je travaille le soir, c'est à notre pause qu'on va tenir la main de la personne. Moi, je trouve pas ça correct quand même. On devrait leur donner du temps. Oui, parce que nous, on nous donne la formation, mais ça ne va pas comme ça prend du temps, ça prend un certain temps. Hem, Ces contraintes-là sont déjà, largement, documentées dans la littérature et laissent à penser que malgré l'adoption, et l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie, ben, il y a peu de changements qui ont été apportés au niveau organisationnel. Comment alors, sont vécus ces soins de fin de vie par les proches et par extension par les personnes du grand âge? Bon, je voulais vous proposer, l'histoire de madame Lafontaine. Elle a 89 ans. Elle a souffert de plusieurs problèmes de santé au cours des dernières années. Elle avait fait un infarctus silencieux et aussi plusieurs, infections urinaires dans les dernières années. Et lors de ces épisodes infectieux, elle avait des problèmes, cognitifs, exacerbés. Elle vivait dans une résidence privée semi-autonome depuis 3 ans. Elle n'avait pas été nécessairement diagnostiquée d'Alzheimer, mais elle souffrait de démence et ses capacités diminuaient, tout spécialement pour, s'occuper, d'elle-même. Bon, elle recevait la visite de ses enfants assez régulièrement, toutes les semaines, et aussi d'une dame de compagnie qui venait s'occuper de ses soins d'hygiène et aussi de lui tenir simplement compagnie. Au printemps, une soignante de la résidence appelle le fils de Madame Lafontaine pour lui dire que sa mère ne mange plus et ne se lève plus de son lit. Le fils consulte le médecin de famille de Madame Lafontaine qui lui suggère de l'amener à l'hôpital, ce qu'il fait un peu contre son gré, le gré de Madame Lafontaine, nous dit-il. Elle est hospitalisée pour plusieurs semaines à cause de problèmes respiratoires. Le fils de Madame Lafontaine et ses frères et sœurs doivent alors se positionner quant à l'orientation des soins de sa mère. Si un des enfants de la dame considère que la maladie a pris le dessus sur la condition de leur mère, il y en a 2 d'entre eux qui ne sont pas nécessairement du même avis et lorsqu'ils se réfèrent surtout à d'autres épisodes aigus où leur mère s'en était toujours remise. Le fils nous dit, ben elle, donc la fille de Madame Lafontaine, trouvait très difficile de la voir très, très maigre, ne pas manger, ne pas avoir le goût d'être éveillée. Ma mère pouvait dormir tout le temps, elle avait l'air heureuse de dormir. Je sais que les derniers temps, on voulait juste dormir. Mais en fait, à vrai dire, il y a eu d'autres moments dans les dernières années où ma mère voulait juste dormir, puis après ça, elle reprenait du mieux. Ce n'est pas parce que tu fais une infection puis que tu es vieille que tu es nécessairement en fin de vie.
Donc, l'équipe médicale continuait les antibiotiques jusqu'à la fin du traitement prévu. La fille la fille de Madame Lafontaine était pour un arrêt de traitement alors que ses fils ne l'étaient pas. Donc, pour cette raison, l'équipe médicale avait décidé de poursuivre les traitements. Un des fils de la dame donc, pensait que les antibiotiques la ramèneraient un peu, qu'elle continuerait à dormir beaucoup, de manger peu, mais de vivre toujours. Par contre, la fille de la dame considérait que ça faisait déjà un bon bout de temps qu'elle était en fin de vie. Donc, Madame Lafontaine, quant à elle, ne mangeait que très peu, restait au lit et refusait tous les soins. Et à chaque fois que quelqu'un l'approchait, elle disait la paix. Euh, Madame Lafontaine avait tout de même reçu 2 cycles d'antibiotiques pour traiter son infection, qui avait finalement donné lieu à une fin de vie et à des soins de confort de quelques jours. Si la fille de la dame n'était pas, excusez, d'avis pour poursuivre le 2e cycle d'antibiotiques, donc les frères avaient préféré lui donner toutes les chances pour retrouver une relative santé. Et là, je lis une citation du fils. Je sais que ma mère, moi qui avais connaissance de ses volontés et tout ça, je sais qu'elle ne voulait pas d'acharnement. On avait d'ailleurs signé les documents à l'hôpital, pas d'acharnement thérapeutique, pas de gavage, pas de réanimation et tout ça. Mais on ne voulait pas, en tout cas, surtout mon frère et moi, juste laisser aller les choses, juste la laisser mourir comme ça. Qu'on veuille aller au bout des traitements qu'elle recevait, qui étaient recommandés par les médecins. En même temps, on n'est pas des spécialistes de qu'est-ce qui peut être fait, on se fie un peu sur l'expérience, au jugement, aux compétences des médecins, des gériatres qui en ont vu d'autres. Il ajoute que selon lui, il s'agissait de soins proportionnés. Ça ne me semblait pas extrême, ni on va alléger ses souffrances au premier signe de souffrance, ni on va prolonger au-delà de ce qui est décent. Ça me semblait très, très équilibré dans une étape aussi peu équilibrée que le passage de la vie à la mort. C'est quand même un bousculement énorme. Ça me semblait qui a suivi d'être le plus équilibré entre le bien-être du patient et le bien-être de son entourage. Les soins de confort avaient été donc proposés à plusieurs reprises dans le cas où les traitements ne seraient pas efficaces. Donc, on proposait de mettre des soins de confort suivant les traitements. Un des fils avait demandé si sa mère pouvait bénéficier de soins palliatifs à l'hôpital et le médecin avait répondu que c'était davantage pour les gens qui ont cancer ou qui ont besoin de parler, puisqu'il y a plein de bénévoles pour ça. Alors que les personnes démentes, ce n'est pas nécessairement ce qu'elles souhaitent, donc ça reste davantage sur les unités de soins, puisqu'elles préfèrent être tranquilles plutôt que parler. Elle les avait rassurées en disant que l'équipe en prendrait bien soin. La dame est décédée seule, sans présence de ses enfants, le lendemain de la dernière rencontre de famille. Les proches, n'ayant pas eu à se prononcer clairement sur l'orientation thérapeutique, sont souvent ceux où tous les possibles avaient été envisagés. Et comme nous dit une anthropologue, Kaufmann, elle démontre que le choix est au final assez illusoire lorsqu'il est question de fin de vie dans la médecine contemporaine. Elle dit que ce serait une fausse représentation parce que les choix disponibles sont en fait guidés et limités par les options que les médecins et d'autres personnes proposent. Donc, on aura compris que dans le CHSLD, il y a eu un cadre de référence sur l'accompagnement en fin de vie qui a été mis en place, ce qui avait permis une certaine consolidation des pratiques entourant le mourir, spécialement lorsque l'imminence de la mort avait été décelée. À l'unité de gériatrie, la mort était une situation d'exception, mais le mourir pouvait se présenter de façon un petit peu plus fréquente. Enfin, quelques années après son entrée en vigueur, la loi concernant les soins de fin de vie semble tout de même échouer à donner accès aux soins palliatifs et à l'aide médicale à mourir à toute personne dans le besoin. On parle d'une accessibilité aux soins palliatifs qui peut se faire sans égard au pronostic de vie ni au type de maladie. Mais la structure actuelle des espaces spécialistes en soins palliatifs mise plutôt sur un pronostic clair de moins de 3 mois ou moins d'1 mois selon les hôpitaux. Donc, outre l'accessibilité aux espaces spécialisés, le passage des soins curatifs aux soins palliatifs à la toute fin de vie engendre une réflexion éthique et morale aussi sur la prise en charge des troubles liés à la vieillesse. Comme le vieillissement de la population s'accélère, les enjeux de prise en charge des personnes âgées fragilisées à la fin de leur vie deviennent de plus en plus inquiétants
d'autant plus dans un contexte social où le mourir dans la dignité est légiféré, et d'autant plus dans ce contexte sanitaire du moment avec la crise de la pandémie. Euh, dans les unités où la mort n'est pas fréquente, par la mission même des soins offerts, donc on parle d'une surspécialisation dans la restauration de la santé, l'organisation n'est pas pensée pour une prise en charge des personnes mourantes et les soignants sont plus ou moins à l'aise avec ces soins de confort. Et ça, que ce soit en unité de gériatrie ou en CHSLD. Les personnes que j'ai rencontrées étaient somme toute plus à l'aise d'en discuter. Les personnes qui ont refusé de participer, parfois ne souhaitaient pas discuter de la mort. Ils n'en étaient pas très à l'aise. Dans la littérature, il est aussi expliqué que plus l'hôpital est performant, plus il est difficile de sortir de cette performance pour laisser aller la personne. On parle d'une logique de gestion hospitalière qui transforme ces espaces de soins en espaces de production de soins. Et comme dans toute entreprise de performance, on tend à exclure ou à mettre de côté les personnes qui font ombrage. Wilmot et collaborateurs en 2016 identifiaient des facteurs liés aux hôpitaux tertiaires et hautement spécialisés. En fait, ils disaient que la disponibilité des tests de routine et d'intervention et les barrières organisationnelles font qu'il est beaucoup plus difficile d'orienter un patient vers une trajectoire palliative, notamment pour les personnes du grand âge. On aura aussi compris que la formation à elle seule n'est pas suffisante pour la mise en place de soins de fin de vie. On peut aussi comprendre qu'il y a une espèce de différence, voire d'inégalité dans l'accompagnement, qu'on soit en unité de soins palliatifs spécialisés ou qu'on reçoit l'aide médicale à mourir ou simplement des soins de confort sur une unité de soins. Cette inégalité affecte aussi les soignants dans le cadre de la prise en charge, c'est-à-dire c'est une fin de vie, une prise en charge qui est imposée versus choisie. Est-ce qu'on a un soutien supplémentaire à la suite du décès de la personne ou c'est un soin comme un autre, donc on n'en a pas. Je veux ramener à votre attention que ça fait un petit peu plus de 2 décennies que le Québec s'est doté d'une première orientation sur les soins palliatifs. On a certes fait beaucoup de chemin, il en reste encore beaucoup à faire, surtout auprès des personnes du grand âge en institution. Et la crise actuelle là, exacerbe ce qui a déjà été présenté ce qui était déjà présent en CHSLD. Là. On parle c'est pas tous nos aînés qui vivent en institution, mais leur condition de vie est grandement reliée par les institutions qui les accueillent. Donc, je pense que c'est important de faire, en tout cas, de prendre conscience de tout ça. Je ne dis pas que les soins reçus dans les 2 endroits n'étaient pas de qualité, au contraire, mais il s'agit souvent d'un accompagnement tardif dans la vie de ces personnes, quelques heures ou jours avant la mort, si c'est le cas, bien entendu. Là, aujourd'hui, je vous ai parlé de ça, mais je pourrais vous parler de l'autre partie des personnes qui n'ont pas de soins. La population vieillissante, avec la population vieillissante, va avoir une augmentation, un grand rythme des troubles neurocognitifs. Et puis, les soins palliatifs sont encore très largement associés à un diagnostic, à un pronostic et au cancer. Puis, on peut aussi se questionner, je pense, sur la signification, la valeur de la vie des personnes du grand âge en institution. Est-ce qu'on accepterait que des enfants meurent dans ces conditions? Quelques pistes de réflexion et après, je me tais. Il y a Cable, William et Wilson, des chercheurs en 2017 qui proposaient de ne pas considérer le vivre et le mourir de façon dichotomique en institution gériatrique, mais plutôt comme étant intrinsèquement entrelacés. Et ces chercheurs mentionnent qu'il n'est pas agiste de reconnaître le risque de mort qui pèse sur les personnes du grand âge, même pour celles qui ont un état stable mais qui vivent en institution. Bien au contraire, cela permettrait une intégration plus précoce de soins palliatifs ou du moins d'une philosophie palliative. Et il y avait un article de Voumar que j'ai bien apprécié dans le BMC Geriatric qui suggère que la médecine gériatrique est déjà bien équipée en termes de gestion des problèmes de santé complexes et que les objectifs de la médecine gériatrique et palliative se
j'ai de la misère avec ce mot, chevauchent souvent, même s'ils sont distincts. Les deux sont multiprofessionnels, centrés sur le patient et sa famille. Ils visent l'amélioration de la qualité de vie et des capacités de la personne. Donc, si on est encore aujourd'hui dans des spécialités médicales bien fragmentées, la clé réside peut-être dans une approche intégrée de soins palliatifs gériatriques. Deux petites dernières choses. J'aimerais porter votre attention sur un article qui paraissait dans la presse lundi le 7 décembre, qui médiatisait une lettre d'une quarantaine de médecins, gériatres, chercheurs, personnes spécialistes des personnes âgées qui réclament que le Québec engage sans délai une conversation nationale sur le vieillissement de la population et que soient pris en considération les multiples vieillissements et les multiples enjeux y étant reliés qui touchent absolument tous les domaines de la vie de ces personnes, dont celui de la fin de vie. Cette lettre fait suite au rapport qui a été publié la semaine dernière sur le bien vieillir au Québec, portrait des inégalités entre générations et entre personnes aînées, qui a été fait par l'Observatoire des inégalités. Je pense que c'est très intéressant de le mentionner. Et petit mot de fin, quelle fin de vie souhaitons-nous à tous les âges de la vie, mais aussi au grand âge? Il y a des spécialisations pédiatriques, oncologiques. Est-ce qu'on pourrait penser à une spécialisation aussi gériatrique? On sait que le grand âge est souvent associé à une période de multiples épreuves, de deuil. L'accompagnement tout au cours de cette période est fondamental. Est-ce qu'on a besoin d'un questionnement profond sur ce que l'on souhaite en tant que société pour tous ses membres, dont ceux qui sont les plus âgés? Je vous remercie. Si vous voulez poursuivre la discussion, voici mon courriel. Et puis, quelques références là, ici sur lesquelles j'ai basé mon argumentaire. Alors, merci beaucoup.